Je m'appelle Clément, j'ai 31 ans, et je suis avec Chloé depuis 4 ans. Nous vivons ensemble dans un appartement de 3 pièces près du parc Monceau à Paris depuis environ 18 mois. C'est l'un de ces immeubles haussmanniens rénovés, avec des moulures et de hauts plafonds, qui coûtent bien plus cher qu'ils ne le devraient, mais l'emplacement en vaut la peine. Je peux me rendre à vélo à mon travail dans une start-up de la FinTech au centre-ville. Elle est proche de son emploi en marketing et nous sommes à distance de marche de dizaines de restaurants et de bars. Sur le papier, tout était parfait. Bel appartement, emploi stable, amis à proximité, week-end à la campagne ou à la mer. Le genre de vie que les gens affichent sur Instagram. Vendredi soir dernier, cette illusion a volé en éclats. Je parcourais de manière informelle des annonces de maisons à Boulogne-Billancourt. Rien de sérieux pour l'instant, juste pour me faire une idée du marché, car j'imaginais que nous achèterions dans l'année à venir. J'ai mentionné pendant le dîner que j'avais vu un endroit avec un grand jardin. Je lui ai dit que ce serait parfait pour des enfants un jour, peut-être un chien. Elle a eu cette expression sur le visage, ce sourire forcé et pincé que les gens font quand ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils ont répété sous la douche pendant des semaines. Elle m'a demandé si nous pouvions parler, vraiment parler, de notre avenir. J'ai posé ma fourchette et lui ai accordé toute mon attention. Cela semblait important. Elle a pris une profonde inspiration et a entamé ce qui était clairement un discours préparé. Elle avait beaucoup réfléchi à notre avenir. Elle a dit qu'elle m'aimait. Vraiment. Mais elle ne voulait pas se marier juste pour cocher une case que la société attendait. Elle n'était pas sûre de vouloir des enfants un jour. Peut-être jamais. La façon dont elle a dit peut-être était si définitive que cela aurait aussi bien pu être définitivement jamais. Je lui ai demandé directement si elle disait qu'il n'y avait aucune échéance pour le mariage. Elle a confirmé aucune échéance. J'ai posé la question spécifique des enfants. Elle a dit qu'elle ne pensait pas être faite pour être mère. Que l'idée la rendait anxieuse, qu'elle ressentait cela depuis des mois, mais qu'elle n'avait pas su comment me le dire. Les mots sont restés suspendus entre nous comme la fumée d'une bougie que l'on vient d'éteindre. J'ai alors posé la question évidente, si elle voulait rompre. Elle a dit non immédiatement, presque paniquée. Sa voix est devenue plus aiguë, plus rapide. Elle aimait ce que nous avions en ce moment, a-t-elle insisté. Elle aimait vivre avec moi, passer du temps avec moi, notre vie ensemble. Elle avait juste besoin que j'arrête de la presser avec tous ses projets d'avenir, toutes ses recherches de maison, les commentaires sur les enfants, les questions sur les échéances. Elle voulait continuer à vivre ensemble, à être ensemble, à faire toutes les choses que nous faisions, juste sans le poids des attentes quant à l'endroit où tout cela menait. Je suis resté là, assimilant cela en silence. Voici quelqu'un qui me disait qu'elle voulait un mode de maintien indéfini. Je voulais le mariage d'ici 2 ans et des enfants avant 35 ans. Ce n'étaient pas des objectifs abstraits. J'ai déjà 31 ans. Ma sœur a un enfant de 3 ans. Mes parents ne cessent de demander quand ils auront d'autres petits-enfants. Chloé voulait continuer à jouer à la maison sans jamais signer le bail. Je l'ai remerciée d'être honnête sur ce qu'elle voulait et lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir à ce que cela signifiait pour moi. Elle a semblé sincèrement soulagée, comme si elle s'attendait à une dispute et était reconnaissante que je sois si raisonnable. Elle m'a même fait un câlin avant d'aller regarder quelque chose sur Netflix. Je suis resté à la table de la cuisine pendant 1 heure de plus, fixant mon assiette. Samedi matin, elle a accentué son honnêteté. Nous buvions du café sur le canapé et elle m'a dit qu'elle se sentait tellement mieux d'avoir été transparente avec moi. Elle appréciait que je ne me sois pas mis en colère ou sur la défensive. Puis elle a ajouté des détails. Elle avait l'impression que nous étions plus des meilleurs amis qui vivaient ensemble ces derniers temps. Elle a dit que l'étincelle n'était plus ce qu'elle était de son côté. Elle m'aimait toujours. Absolument. Mais d'une manière différente maintenant, plus confortable, plus posée. Elle voulait être authentique avec moi et ne pas feindre une passion qu'elle ne ressentait plus. Elle a même dit qu'elle pensait que cette honnêteté rendrait notre relation plus forte, que nous pourrions construire quelque chose de plus réel maintenant. Je suis resté assis, tenant ma tasse de café, et quelque chose a fait le clic dans ma tête. J'étais dans une relation avec quelqu'un qui ne voulait pas de mon avenir, ne ressentait plus d'amour romantique pour moi, mais s'attendait à ce que je continue à jouer le rôle de petit ami dévoué pendant qu'elle se sentait comme ma colocataire. Elle voulait que je continue à faire toutes les choses de petit ami, la planification, la romance, le soutien émotionnel, le soutien financier, pendant qu'elle profitait des avantages sans aucun engagement ni sentiment réciproque.
Je l'ai remerciée d'être si honnête et lui ai dit que cela m'avait vraiment éclairci les choses. Elle a souri et m'a serré la main avec affection avant de se lever pour prendre une douche. J'ai entendu l'eau couler et j'ai pris ma décision. Si elle voulait être des amis qui vivent ensemble, je la traiterais exactement comme cela. Dimanche matin, j'ai annulé notre réservation d'anniversaire au restaurant Septime. Nous étions censés y aller le mois prochain pour nos 4 ans, et je l'avais réservé 6 semaines à l'avance car l'endroit se remplit vite. C'est l'un des meilleurs restaurants de Paris, le genre d'endroit où l'on va pour les grandes occasions. Annuler a semblé significatif mais approprié. Les amis ne célèbrent pas les anniversaires de couple. J'ai aussi retiré son compte de mon abonnement familial Spotify. Cela m'a fait économiser 12 € par mois. Une petite chose, mais ça s'ajoutait. J'ai parcouru mon navigateur et supprimé toutes les annonces de maisons que j'avais enregistrées dans divers quartiers. Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, le 16e arrondissement. Tous ces petits rêves de l'endroit où nous pourrions construire une vie ensemble ont disparu en quelques clics. Et j'ai délibérément sauté ma course habituelle du samedi matin à la boulangerie et du pain et des idées où j'avais l'habitude de lui prendre ses viennoiseries préférées tous les week-ends depuis 1 an. C'était un truc de petit ami. Les amis ne font pas de course spéciale à la boulangerie. Lundi matin, il n'y a pas eu de baiser de bonjour. J'avais l'habitude de l'embrasser sur le front avant de partir travailler. Plus maintenant. Pas de message non plus quand je suis parti tôt pour une réunion. J'avais l'habitude de lui envoyer de petits messages tout au long de la journée. Bonjour, ma belle. Je pense à toi. J'espère que ta présentation se passe bien. Tous ces petits liens qui nous maintenaient connectés pendant la journée de travail. J'ai tout arrêté. Quand elle m'a envoyé un SMS vers 15 h pour me demander ce que je voulais pour le dîner, j'ai répondu que je prendrais quelque chose en rentrant, mais merci de demander. Poli, amical, le genre de réponse que l'on donnerait à un colocataire. J'ai en fait été prendre un verre avec des collègues après le travail, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois parce que je rentrais généralement en vitesse pour passer du temps avec elle. Je suis rentré vers 21 h, agréable mais distant. Elle a demandé comment s'était passée ma journée et je lui ai donné des réponses brèves et amicales. Rien de froid, juste le genre de conversation banale que l'on a avec quelqu'un avec qui on partage un appartement mais dont on n'est pas particulièrement proche. Cette nuit-là, je suis allé me coucher dans la chambre d'amis. Je lui ai dit que j'étais fatigué et que je voulais lire sans la déranger. Elle a semblé confuse mais n'a pas insisté. Je suis resté allongé dans l'obscurité, pensant à l'énergie émotionnelle que j'avais dépensée pour quelqu'un qui me voyait juste comme un ami. Mardi, j'ai mis à jour mes profils sur les applications de rencontres. Je ne les ai pas activés ni commencé à swiper, mais j'ai rafraîchi les photos et mis à jour ma biographie, de nouvelles photos de récentes randonnées, des informations sur mon travail actualisé. J'ai peaufiné ma description pour être plus honnête sur le fait de vouloir un vrai partenariat avec quelqu'un qui veut le mariage et des enfants. J'ai laissé mon ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant que je faisais du café. Elle est passée, a jeté un coup d'œil à l'écran, et son visage est devenu complètement pâle. Tu me quittes ? Tu as dit que tu voulais ce que nous avons maintenant. Je suis juste en train de me réajuster pour correspondre à ton énergie et à ta vision de notre avenir, c'est-à-dire pas d'avenir. Nous sommes toujours ensemble. Ensemble, oui, mais tu n'es pas amoureuse de moi et tu ne veux pas d'avenir. Alors, je traite cette relation comme ce qu'elle est réellement, temporaire et occasionnelle. Elle a essayé de soutenir que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, que j'exagérais, qu'elle avait juste besoin d'espace, pas d'un changement complet de notre relation, mais j'en avais marre d'interpréter, de traduire et d'essayer de lire entre les lignes. Elle avait été très claire sur ses sentiments et ses désirs. Je répondais simplement et gentiment, en correspondant exactement à son énergie comme elle l'avait demandé. Mercredi, elle a suggéré que nous dînions et allions au cinéma. Soirée romantique, a-t-elle appelé cela. J'ai accepté, mais j'ai dit que nous devrions inviter des amis, car nous n'avions pas fait de sortie en groupe depuis un moment. J'ai envoyé un message à 3 collègues. Nous nous sommes tous retrouvés au Food Market de Belleville, cet endroit près de la station de métro avec les conteneurs maritimes transformés en différents stands de nourriture. Superbe vue sur la ville. J'ai payé mon ramen au stand japonais. Elle a payé ses tacos. Je l'ai traitée comme faisant partie du groupe, pas comme ma partenaire. J'ai plaisanté avec mes collègues, parlé d'un projet au travail, la regardant à peine. Elle a à peine parlé de toute la soirée. Elle a juste picoré sa nourriture et vérifié son téléphone. Jeudi,
j'ai fait ce que tout bon ingénieur logiciel ferait face à un problème complexe. J'ai créé un tableur. J'avais suivi nos dépenses partagées de manière assez lâche, en utilisant Splitwise pour certaines choses, mais pas pour tout. Et quand je me suis assis et que j'ai vraiment tout mis à plat, les chiffres étaient absolument stupéfiants. Au cours des 18 derniers mois de vie commune, j'avais payé 1850 € de loyer tandis qu'elle en payait 850 €. Une certaine disparité était logique car j'avais la chambre principale avec le petit coin bureau où je pouvais travailler de chez moi, mais l'écart était significatif. J'avais également couvert 100% de nos charges, électricité, gaz, internet, eau, tout. J'ai payé environ 70% de nos factures d'épicerie parce que je gagnais plus et cela semblait juste à l'époque. J'ai payé environ 90% de nos sorties au restaurant parce que je prenais généralement l'addition sans y penser. J'ai couvert probablement 85% des coûts de divertissement, billets de concert, passe musée, cinéma, notes de bar. Je l'avais ajouté à mon contrat d'assurance automobile, ce qui lui faisait économiser environ 80 € par mois par rapport à ce qu'elle payait auparavant. J'avais acheté nos 2 forfaits de ski saisonnier pour les 3 vallées à 829 € chacun parce que je voulais que nous passions plus de temps ensemble à la montagne. J'avais financé environ 75% de notre voyage à Belle-Île le printemps dernier et 100% de notre week-end à Bordeaux l'automne dernier parce qu'elle était à court d'argent les 2 fois. Quand j'ai tout additionné, la disparité totale sur 18 mois était d'environ 18 400 € de plus dépensés par mois. 18 400 €. J'ai fixé ce chiffre pendant longtemps. J'ai rédigé un message décrivant un nouvel arrangement financier pour l'avenir. Le loyer serait réparti proportionnellement à nos revenus, puisqu'elle gagne environ 60% de ce que je gagne. Donc, la nouvelle répartition serait de 1400 € pour moi et 1300 € pour elle. Toutes les charges seraient divisées 50-50e à l'avenir. Les courses seraient 50-50e où nous achèterions simplement notre propre nourriture séparément. Tous les divertissements et les sorties au restaurant seraient complètement séparés. Et je l'avais déjà retiré de mon contrat d'assurance automobile à compter du mois prochain. Je l'ai envoyé. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard. C'est complètement fou. C'est juste. Tu es mesquin. Nous avons toujours fait comme ça. C'était quand j'investissais dans notre avenir ensemble, quand je pensais que nous construisions quelque chose. Puisque nous n'avons pas d'avenir et que tu me vois juste comme un ami, c'est l'arrangement approprié pour 2 personnes qui sortent ensemble de manière occasionnelle. Elle m'a raccroché au nez. J'ai entendu sa porte de chambre claquer. Vendredi soir, elle a clairement essayé de sauver les choses avec un geste romantique. Elle m'a envoyé un SMS pour me demander de nous retrouver de nouveau au food market. Elle a dit qu'elle nous avait déjà trouvé une table. Quand je suis arrivé, elle était élégamment vêtue, une jolie robe, maquillée, coiffée. Elle nous avait eu la table de coin avec la meilleure vue sur le centre-ville. Le coucher de soleil commençait juste, tout en orange et rose. Je suis arrivé en tenue de sport avec un livre sous le bras. J'ai commandé juste une entrée et une bière. J'ai payé uniquement mes articles. J'étais amical et agréable, mais je l'ai traité exactement comme si je prenais un repas avec une collègue. J'ai lu quelques pages de mon livre entre les bouchées. J'ai mentionné que je pensais faire un voyage entre amis à Lyon le mois prochain avec des amis d'université. Pourquoi agis-tu comme ça? Comme quoi? Froid, distant, comme si je n'existais pas. Je m'adapte à ton énergie. Tu nous vois comme des amis qui vivent ensemble. Je te traite en conséquence. C'est comme ça que je traite n'importe quel ami. Nous ne sommes pas juste amis. Alors quoi? Tu m'as explicitement dit que tu ne m'aimais pas romantiquement. Tu m'as dit que tu ne voulais pas d'avenir avec moi. Tu as dit que tu nous voyais plus comme des meilleurs amis. Comment appellerais-tu cela si ce n'est de l'amitié? Elle n'avait pas de réponse. Elle a juste fixé sa nourriture intacte. Le véritable déclic est venu ce week-end-là. La fête des mères arrivait dans quelques semaines et je la passais généralement entre nos 2 familles. Le matin avec la mienne, le soir avec la sienne ou vice-versa, selon les années. C'était toujours un événement très axé sur le couple. Dimanche matin, je lui ai dit avec désinvolture que je partais à Marseille voir ma mère, départ jeudi, retour lundi. Je devrais venir avec toi. C'est un truc de partenaire. J'y vais en solo cette année. Ta mère m'attend. Elle posera des questions. Je lui ferai savoir que nous sommes dans une phase différente maintenant. Je suis sûr qu'elle comprendra.
J'ai vu la prise de conscience se lire sur son visage en temps réel. Ma famille demanderait pourquoi elle n'était pas là. Elle devrait expliquer à sa propre mère pourquoi elle n'était plus incluse dans mes projets familiaux. Les réseaux sociaux me montreraient avec ma famille à un brunch chez ma mère, le tout sans elle. C'était à quoi ressemblait la relation occasionnelle en pratique, et elle le voyait clairement pour la première fois. Fini le mélange des familles, fini les vacances partagées, fini de faire partie de la vie élargie de l'autre. Quand je suis rentré le lundi après-midi, l'appartement était impeccable. Elle avait tout nettoyé à fond, passé l'aspirateur, dépoussiéré, nettoyé les salles de bain, organisé la cuisine. Il y avait un rôti de porc au four, la recette de sa mère qui prend des heures à faire et qu'elle prétendait habituellement ne pas avoir le temps de faire. Sur le comptoir se trouvait une bouteille de whisky Chivas Regal à 120 €, mon préféré que je n'achetais que pour les occasions spéciales. Elle portait une robe de chambre, et je pouvais voir de la lingerie en dentelle noire en dessous quand elle bougeait. Je l'ai sincèrement remercié d'avoir nettoyé l'appartement. Je lui ai dit que c'était magnifique. J'ai mangé une portion normale du rôti de porc et j'ai mis le reste dans des récipients en verre pour mes repas de la semaine. J'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé 60 € par Lydia avec la note par whisky. Quand elle s'est rapprochée de moi, touchant mon bras, essayant clairement d'initier une intimité physique, je me suis doucement reculé. Je ne suis pas à l'aise d'être intime avec quelqu'un qui n'est pas amoureux de moi et ne veut pas d'avenir ensemble. Nous avons eu des relations sexuelles pendant 4 ans. Oui. Quand je pensais que nous construisions quelque chose. Quand je pensais que nous étions amoureux, cela a changé. Son visage s'est froissé et j'ai cru qu'elle allait pleurer. Mais j'ai tenu bon. Il ne s'agissait pas de la punir. Il s'agissait de nous respecter suffisamment tous les deux pour reconnaître ce que nous avions réellement au lieu de prétendre que c'était autre chose. Mardi soir, sa meilleure amie, Laura, m'a demandé de la rencontrer pour prendre un verre. Juste nous deux. Nous sommes allés au bar sur le toit du Perchoir, celui dans l'ancien entrepôt avec vue sur les toits de Paris. Elle avait clairement été dépêchée comme émissaire. Elle nous a commandé 2 margaritas et a ensuite entamé ce qui était manifestement un discours préparé. Chloé traverse quelque chose de difficile, a-t-elle expliqué. Une sorte de crise de la trentaine ou d'anxiété d'engagement. Tu es inutilement dur en te retirant si complètement. Tout le monde ne veut pas le chemin traditionnel du mariage et des enfants, et cela ne rend pas les sentiments de Chloé invalides. Tu l'as punie d'être vulnérable et honnête avec toi sur où elle en est émotionnellement. Je l'ai laissé finir, puis je lui ai posé 3 questions. Son petit ami continuerait-il à sortir avec elle si elle lui disait qu'elle ne l'épouserait jamais? Silence. Resterait-elle avec quelqu'un qui lui a explicitement dit que l'étincelle romantique avait disparu? Encore du silence. Combien de temps pense-t-elle que je devrais continuer à tout investir dans quelqu'un qui a directement déclaré qu'elle ne voulait pas d'avenir avec moi? Elle n'a répondu à aucune d'elles. Je veux des enfants, ai-je dit finalement. J'ai 31 ans. Chaque année que je passe avec Chloé est une année où je ne trouve pas quelqu'un qui veut réellement construire une vie avec moi. Elle a fait son choix sur ce qu'elle veut. Je fais le mien. Je ne suis pas cruel. Je suis honnête. Laura a regardé sa margarita. Je comprends. Vraiment. Mais c'est ma meilleure amie et elle est malheureuse. Alors peut-être devrait-elle réfléchir à la raison pour laquelle elle est malheureuse. Je lui ai donné exactement ce qu'elle a dit vouloir. Nous avons terminé nos verres dans un silence gêné. Mercredi après-midi, le frère de Chloé, Antoine, m'a appelé directement. J'ai été surpris car nous n'étions pas particulièrement proches, juste amicaux lors des réunions de famille. Il m'a dit que lui et sa femme attendaient des jumeaux. Il venait de l'apprendre. Il y avait un dîner de famille ce dimanche pour célébrer avec les 2 pères de parents. Leur mère lui avait demandé pourquoi Chloé ne m'amenait pas. Apparemment, Chloé avait dit à toute sa famille que nous traversions juste une période difficile, mais que nous travaillions dessus. Des trucs de relations standards. Nous ne travaillons sur rien, ai-je dit clairement. Chloé m'a dit qu'elle ne voulait ni mariage ni enfant et qu'elle n'était plus amoureuse de moi. Je respecte son choix en prenant du recul par rapport à la relation. Longue pause à l'autre bout du fil. Mec. Ma femme a dit à Chloé qu'elle était folle quand elle a mentionné certaines de ces choses. Nous pensions honnêtement qu'elle plaisantait ou qu'elle exagérait. Elle ne l'était pas. Une autre pause. Écoute, je ne devrais probablement pas dire ça, mais toute notre famille pense qu'elle se sabote. Ma femme est furieuse contre elle. Notre mère ne cesse de demander ce qu'elle pense.
Si ça peut t'aider, nous sommes de ton côté ici. Cela a aidé, en fait, plus que je ne l'espérais. Jeudi a apporté la véritable crise, celle qui a tout rendu limpide. Le MacBook Pro de Chloé est tombé en panne. Il ne s'allumait pas, ne chargeait pas, complètement imbriqué. Elle en avait besoin pour son travail. Elle travaillait dessus tous les jours. L'Apple Store a dit que ce serait 800 € pour la réparation ou 1200 € pour le remplacer par un modèle actuel. Elle n'avait pratiquement aucune économie. Je le savais parce que nous avions déjà parlé de finances. Elle avait peut-être 400 € sur son compte courant et pratiquement rien en épargne. Sa carte de crédit n'avait qu'une limite de 500 € et était déjà au maximum en raison de divers achats. Elle n'avait absolument aucun moyen de couvrir cette dépense. Au cours des 2 dernières années, j'avais couvert environ 3000 € de ses urgences financières, un traitement de canal d'urgence de 1400 € l'année dernière lorsqu'elle n'avait pas d'assurance dentaire, une réparation automobile de 900 € il y a environ 8 mois lorsque sa transmission déconnait, 600 € lorsqu'elle était à court de loyer pendant la basse saison à son travail et ne pouvait pas effectuer le paiement complet. Son SMS est arrivé jeudi après-midi. Peux-tu me prêter pour l'ordinateur portable? Je te rembourserai dès que possible. Je ne peux littéralement pas travailler sans. Je ne peux pas faire ça. C'est une dépense de niveau partenaire. Tu devrais essayer de demander une carte Apple ou peut-être demander de l'aide à tes parents. Mon téléphone a sonné immédiatement. Elle était presque en larmes. Tu m'as toujours aidé avec ce genre de choses. Tu sais que je n'ai pas l'argent. J'ai aidé ma petite amie avec des urgences financières. Mais tu n'es pas ma petite amie dans un sens significatif. Tu es quelqu'un avec qui je sors de manière occasionnelle et qui ne veut pas d'avenir avec moi. C'est fondamentalement différent. Je ne suis pas cruel. Je mets des limites. Es-tu sérieux là? Tu vas vraiment me laisser perdre mon travail à cause de ça? Tu ne vas pas perdre ton travail. Tu as des parents qui peuvent t'aider. Tu as une coopérative de crédit à laquelle tu pourrais postuler. Tu as des options. Je n'en suis juste plus une. Elle m'a traité d'égoïste et a raccroché. Elle a fini par devoir emprunter l'argent à ses parents. Je le sais parce que je l'ai entendu au téléphone avec sa mère plus tard dans la soirée. Sa mère a demandé pourquoi je ne l'aidais pas comme d'habitude. J'ai pu entendre Chloé se démener pour s'expliquer à travers le mur. Son récit soigneusement construit s'effondrait. Samedi après-midi, Chloé a tenté une autre approche. Elle m'a coincé dans la cuisine et a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais dit qu'elle ne m'aimait pas. J'étais en train de déformer ses paroles, de les sortir de leur contexte. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était un peu d'espace par rapport à la pression constante de la planification future. Elle voulait ralentir, pas s'arrêter complètement. J'exagérais et j'étais délibérément cruel. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de notes. J'avais commencé à documenter les conversations importantes après notre première discussion, juste pour avoir de la clarté pour moi-même. Je lui ai relu mot pour mot ce qu'elle avait dit, les phrases exactes sur le fait de ne pas vouloir le mariage ou les enfants, sur le fait de se sentir plus amicalement, sur l'étincelle qui avait disparu de son côté. Puis je lui ai montré le SMS que je l'avais vu envoyer à Laura le premier soir. Je l'avais vu par-dessus son épaule pendant qu'elle tapait sur le canapé, celui où elle avait dit, enfin dit à Clément que je ne voyais pas d'avenir avec le mariage ou les enfants. Je me sens tellement mieux d'être honnête. J'espère qu'il comprend. Tu as documenté nos conversations privées? J'ai retenu ce que tu m'as dit. Oui. Les SMS sont tes propres mots à quelqu'un d'autre. Elle s'est alors mise en colère. Vraiment en colère. C'est manipulateur. Tu déformes tout. Est-ce le cas? Tu as dit ces choses. J'ai les preuves. Alors, soit tu mentais à ce moment-là, soit tu mens maintenant. Qu'en est-il? Elle n'a pas pu répondre. Elle est restée là, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Dimanche, elle est passée à l'attaque. Elle a posté sur Instagram et Facebook des messages vagues mais clairement à mon sujet. Quelque chose sur le fait de découvrir qui est vraiment quelqu'un quand on est vulnérable avec lui. Sur la manipulation émotionnelle déguisée en limite. Sur les gens qui punissent l'honnêteté. Elle ne m'a pas nommé, mais quiconque nous connaissait savait exactement de qui elle parlait. Ses amis ont inondé les commentaires en moins d'une heure, messages de soutien disant qu'elle méritait mieux, que le comportement contrôlant était un signal d'alarme, que le refus d'affection était une violence émotionnelle. Une amie a même commenté que le contrôle financier était une tactique d'abus classique.
Le message a reçu des dizaines de likes et de commentaires de sympathie. J'étais complètement vilipendé et je n'avais même pas été nommé. Je n'ai pas répondu publiquement, je n'ai pas commenté, je n'ai pas posté ma propre version. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message privé aux 5 ou 6 amis communs qui m'avaient contacté pour me demander si j'allais bien. Je leur ai envoyé le contexte complet. Des captures d'écran des SMS de Chloé sur le fait de ne pas vouloir d'avenir. Le détail financier montrant que j'avais payé 18 400 € de plus qu'elle sur 18 mois. Une chronologie claire des événements montrant que j'avais simplement ajusté mon comportement pour correspondre à ce qu'elle avait demandé. Le changement s'est produit plus vite que prévu. En environ 6 heures, son message a été supprimé. Plusieurs de ses amis l'avaient apparemment contacté en privé avec des questions. Un ami commun, Lucas, avait même commenté publiquement avant qu'elle ne retire le message. Il avait écrit quelque chose comme « Attends, tu lui as dit que tu ne voulais pas l'épouser ni avoir d'enfant, et tu es en colère qu'il traite la relation comme temporaire ? Je suis confus. » Ce commentaire a reçu beaucoup de likes avant que tout ne disparaisse. Le récit avait basculé. Les gens remettaient en question sa version des faits. La foule s'était retournée. Lundi soir, je suis rentré du travail pour trouver les parents de Chloé assis sur notre canapé dans notre appartement. Ils étaient venus de Fontainebleau, à environ 1 heure de route. J'étais complètement pris au dépourvu. Chloé les avait appelés ce matin-là. Elle leur avait dit que je traversais une sorte de crise de santé mentale, que j'étais soudainement devenu froid, distant et calculateur, que je ne communiquais pas correctement, que j'agissais de manière erratique, et qu'elle était sincèrement inquiète pour mon bien-être. Elle les avait convaincus de venir pour une intervention. Sa mère s'est levée quand je suis entré. « Chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais en difficulté ? Nous n'avions aucune idée que tu traversais une période si difficile. » J'ai regardé Chloé, qui ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Puis j'ai posé mon sac de travail et me suis assis calmement. J'ai expliqué la situation clairement et complètement. Chloé m'avait fait asseoir il y a 2 semaines et m'avait dit qu'elle ne voulait jamais se marier ni avoir d'enfant. J'ai vu les visages de ses parents se décomposer. Ils posaient des questions sur les petits-enfants depuis 2 ans maintenant. Chloé m'avait ensuite dit qu'elle n'était plus amoureuse de moi et qu'elle nous voyait plus comme des meilleurs amis qui vivaient ensemble. J'avais accepté cette information et ajusté mon comportement dans la relation en conséquence. Elle était maintenant contrariée que je n'agisse plus comme son partenaire engagé alors qu'elle avait explicitement dit qu'elle ne voulait pas de ce genre d'avenir avec moi. Son père, Daniel, a regardé directement sa fille. « Est-ce vrai ? Lui as-tu dit ces choses ? » Chloé a commencé à faire marche arrière immédiatement. Elle avait juste été honnête sur ses sentiments à ce moment-là. Elle était confuse, peut-être un peu déprimée. Elle traversait quelque chose. Elle ne le pensait pas comme ça sonnait. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les SMS. Ceux où Chloé avait dit à Laura qu'elle m'avait annoncé la bombe de l'avenir et qu'elle se sentait soulagée d'être enfin honnête. Ceux où elle avait dit qu'elle avait besoin que je cesse de la presser sur les échéances. Sa mère, Patricia, a utilisé le nom complet de Chloé, Chloé Duval. Tu as dit à cet homme que tu ne voulais pas l'épouser et tu es contrarié qu'il t'ait cru. Je leur ai également montré les relevés financiers, le tableur avec l'écart de 18 400 €. Ils n'ont pas demandé à le voir, mais je voulais qu'ils comprennent l'étendue de ce qui s'était passé, que je subventionnais le mode de vie de leur fille pendant qu'elle me disait qu'elle ne m'aimait pas. Son père s'est levé brusquement. « Clément, tu as été plus que patient ici, plus que juste. » Il s'est tourné vers Chloé avec une déception évidente sur le visage. Nous t'avons mieux élevé que ça. Ils sont partis en quelques minutes. Ils ont juste ramassé leurs affaires et sont sortis. La mère de Chloé lui a jeté un long regard avant de partir. Quelque chose entre la pitié et la frustration. Après leur départ, Chloé est restée au milieu du salon, pâle et tremblante. Elle n'a rien dit, a juste fini par aller dans sa chambre et a fermé la porte. Mardi soir, vers 23 heures, je travaillais dans mon bureau quand j'ai entendu un léger coup. Chloé est entrée. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle s'est assise par terre et m'a finalement dit la vérité. Elle avait lu un article, un billet de blog ou une chronique de conseils sur les dynamiques relationnelles, le pouvoir et la poursuite. Il disait quelque chose sur le fait que les femmes ne devraient pas courir après, qu'elles devraient faire en sorte que les hommes prouvent leur valeur, que le fait de prendre du recul pousse les hommes à s'investir davantage. Elle avait pensé que si elle me repoussait un peu, me disait qu'elle n'était pas sûre de notre avenir, je me battrais plus fort pour la garder.
Elle voulait que je la demande en mariage, mais elle voulait se sentir d'abord courtisée. Poursuivie. Choisie. Elle testait si je l'aimais vraiment. Elle s'attendait à ce que je planifie des gestes romantiques élaborés pour prouver pourquoi elle devrait vouloir un avenir avec moi, pour la convaincre de ma valeur. Pour lui montrer par des actions que j'étais le bon. Au lieu de cela, j'ai simplement pris ses paroles au pied de la lettre et j'ai ajusté mon comportement en conséquence. Je pensais que tu te battrais pour moi, a-t-elle dit doucement. Planifier quelque chose d'incroyable. Me montrer pourquoi je devrais vouloir passer ma vie avec toi. Je voulais que tu me fasses me sentir suffisamment spécial pour dire oui. Au lieu de cela, tu es juste parti. Je ne suis pas parti. Je suis assis juste ici, mais je ne vais pas convaincre quelqu'un de m'aimer. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations saines. Et si je disais maintenant que je veux me marier, que je veux des enfants? Que je me suis trompé. Je te demanderai si tu veux vraiment ces choses ou si tu veux juste réinitialiser le jeu et réessayer. Et de toute façon, je dirai toujours non. Tu as testé mon amour au lieu de le chérir. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui joue avec notre avenir. Elle a pleuré plus fort alors, mais je n'ai rien ressenti. Aucune envie de la réconforter. Aucune culpabilité, aucun doute, juste une clarté absolue que je faisais le bon choix. Mercredi matin, elle a commencé à faire ses valises. Ses parents lui avaient proposé de la laisser rester dans leur sous-sol temporairement jusqu'à ce qu'elle trouve son propre logement. L'appartement était étrangement silencieux. Pas d'argument, pas de drame, juste le bruit de ses mouvements dans les pièces, décidant ce qui était à elle et ce qui était à moi. Elle pleurait de temps en temps, mais discrètement. Je suis resté serviable mais distant. J'ai veillé à ce qu'elle ait des cartons, l'ai aidé à porter des objets lourds jusqu'à sa voiture. Nous avons divisé nos biens communs équitablement, bien qu'il n'y ait honnêtement pas grand-chose qui soit vraiment une propriété commune. Jeudi soir, pendant qu'elle rangeait la chambre, elle a trouvé quelque chose. Une boîte de bagues de fiançailles cachée tout au fond de mon placard derrière mes manteaux d'hiver. Elle s'est tenue dans l'embrasure de mon bureau, la tenant des 2 mains, la fixant comme si elle allait exploser. Tu allais me demander en mariage? Oui. Je l'avais prévu depuis environ 2 mois. Ton dîner d'anniversaire le mois prochain au Septime. Ce restaurant que tu voulais essayer. J'avais tout prévu. C'est une bague à 4200 € de chez Emoboussin au centre-ville, d'ailleurs. Taille coussin, serti platine. J'ai passé des semaines à la choisir. Son visage est devenu complètement blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. Elle avait détruit la chose exacte qu'elle essayait de me manipuler pour que je fasse. La bague qu'elle voulait être poursuivie pour accepter était déjà achetée. La proposition pour laquelle elle me testait était déjà méticuleusement planifiée. Elle avait saboté son propre avenir, brûlé ce qu'elle prétendait vouloir. Elle ne pouvait même pas parler, a juste soigneusement reposé la boîte sur mon bureau avec des mains tremblantes, et a quitté la pièce. Je l'ai entendue pleurer dans la salle de bain pendant longtemps après cela. Samedi après-midi, ma sœur Juliette est venue de Lille avec sa fille de 3 ans, Emma. Nous avons pris des sandwichs à la Micaline et nous nous sommes promenés au parc Monceau. Le temps était parfait. Ce soleil parisien cristallin qui rend tout net et éclatant. Juliette m'a dit que je semblais différent. Plus léger, a-t-elle dit. Je me sens plus léger. J'ai admis que j'avais retrouvé ma tranquillité d'esprit. Mon compte en banque est déjà plus sain. J'ai de l'énergie à investir en moi-même à nouveau au lieu de la déverser dans quelqu'un qui ne me rendait pas l'appareil. J'ai de la clarté sur ce que je veux réellement. Et j'ai retrouvé mon amour-propre. Juliette a ri. Ce rire sec qu'elle fait quand quelque chose est à la fois drôle et horrible. Parfois, les ordures se débarrassent d'elles-mêmes. Emma m'a tiré la main. Oncle Clément, où est mademoiselle Chloé? Elle est chez elle maintenant, ma chérie. D'accord. Emma est immédiatement retournée chasser les pigeons sur l'herbe, complètement indifférente. Les enfants sont résilients comme ça. Ils acceptent le changement et passent à autre chose. J'aurais été un bon père. J'aurai toujours cette chance d'être un bon père, juste pas avec Chloé. Dimanche matin, Chloé est venue chercher sa dernière boîte d'affaires. Quelques livres, une lampe, des trucs de cuisine qu'elle avait finalement décidé de vouloir. Nous sommes restés un instant dans l'embrasure de la porte. Cet espace liminal étrange entre ce qui était et ce qui ne serait plus jamais. Je t'ai vraiment aimé. Tu sais, peut-être que oui,
mais pas assez pour construire une vie avec moi. Pas assez pour chérir ce que nous avions au lieu de le tester. Et si j'allais en thérapie, si je travaillais vraiment sur mes problèmes d'engagement et ma peur de l'avenir? Considérerais-tu d'essayer à nouveau? Tu devrais absolument faire ça pour toi et pour la personne avec qui tu seras ensuite. Mais ce ne sera pas moi. Ce bateau a pris le large. Tu me détestes? Non, sincèrement non. J'espère même que tu trouveras ce que tu veux et que tu trouveras quelqu'un qui veut les mêmes choses. Mais je sais ce que je veux maintenant. Et ce n'est pas passer ma vie à me demander si ma partenaire me teste ou si elle pense réellement ce qu'elle dit. Penseras-tu au moins si je change vraiment? Non, je n'y penserai pas. Je vais de l'avant avec ma vie. J'ai déjà une visite programmée pour une maison à Boulogne-Billancourt la semaine prochaine. 3 chambres, grand jardin, bon quartier scolaire. Je vais construire la vie que je veux avec quelqu'un qui veut vraiment la construire avec moi. Elle m'a regardé un long moment et j'ai vu la reconnaissance enfin s'installer dans ses yeux. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. Je ne jouais pas les difficiles ou n'essayais pas de lui donner une leçon. J'avais juste complètement et sincèrement fini. Elle m'avait perdu, non pas dans une explosion dramatique, mais d'une manière calme et permanente. Elle a hoché la tête une fois, a pris sa boîte et est allée à sa voiture. Je l'ai regardée partir en voiture, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'un immense soulagement. 6 semaines plus tard, je fais mon jogging habituel autour du parc Monceau un dimanche matin. C'est l'un de ces jours parisiens absolument parfaits. Température autour de 20 degrés, pas un nuage dans le ciel bleu éclatant. Tout a cette qualité nette et propre qui vous rend reconnaissant d'être en vie. Je fais ma boucle habituelle quand je vois Chloé avec Laura à un cours de yoga en plein air sur la grande pelouse. Elles sont en chien tête en bas ou en posture du guerrier ou quelque chose comme ça. Nous nous croisons du regard à environ 50 mètres de distance sur l'herbe. Je fais un bref signe de main poli. Elle me rend mon signe de main. Petit, poli, distant. 2 personnes qui se connaissaient et qui ne se connaissent plus. Je continue de courir. J'ai eu 3 vrais rendez-vous depuis qu'elle a déménagé. Tous avec des femmes différentes. Tous bien. Aucune n'a encore vraiment fait le clic. Mais l'une d'elles, Adèle, est vraiment prometteuse. Nous allons prendre un café mardi prochain. Elle est kinésithérapeute, a sa vie bien en main, et lors de notre premier rendez-vous, elle a mentionné qu'elle voulait absolument des enfants un jour. Imaginez ça. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et le dit clairement. J'ai fait une offre pour une maison à Boulogne-Billancourt il y a 2 semaines. 3 chambres, cuisine rénovée, un jardin avec des arbres matures et de l'espace pour une aire de jeu à terme. C'est en attente d'inspection en ce moment, mais cela devrait se conclure dans le mois. J'ai renoué avec des amis que j'avais complètement laissés de côté pendant que j'étais occupé à essayer de construire un avenir avec quelqu'un qui n'en voulait pas. J'ai passé une soirée entre hommes le week-end dernier qui a duré jusqu'à 2 heures du matin. Je n'avais pas fait ça depuis des années. J'ai commencé ce cours de menuiserie à l'atelier du bois de Paris dont je parlais littéralement depuis 2 ans. Chloé a toujours pensé que c'était une perte d'argent. Elle disait que je n'y resterais jamais. J'en suis à 3 cours et je travaille déjà sur une table basse. Il s'avère que je suis plutôt bon dans ce domaine.